troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Sewa Wilson, Willy Elfej Miabatoussa et de notre éditorialiste Djemal Taleb. L'actualité économique à présent, c'est une période difficile pour les ménages burundais. Les prix des denrées de première nécessité grimpent sans cesse depuis le début de l'année 2017, conséquence de l'augmentation des taxes sur la consommation. Explication avec Corinne Kamdem. Au Burundi, les organisations engagées dans la campagne contre la vie chère tirent la sonnette d'alarme. En effet, l'année 2017 démarre difficilement pour les Burundais, surtout ceux avec les plus faibles revenus. Des organisations telles que l'OLUCOM pointent notamment du doigt la loi budgétaire mise en place par le gouvernement pour l'exercice 2017. En effet, l'élargissement de l'assiette fiscale sera à l'origine de cette situation. Les taxis-vélos qui arrivent à peine à se procurer un revenu journalier de 1000 à 1500 francs burundais se voient interpellés par le gouvernement à payer une taxe mensuelle à la mairie de Bujumbura de 2000 francs burundais. À leur association Sota Vébu, les frais d'achat d'un gilet de 13 000 francs burundais par taxi-vélo qui s'achète réellement entre 3 000 et 5 000 francs burundais. À payer une cotisation journalière de 100 francs burundais à la dite association et 8 000 francs burundais pour l'achat d'une plaque d'un vélo. De plus, le pays doit également faire face à la diminution importante de l'aide extérieure en raison de la crise politique. En effet, selon certains économistes, le budget 2017 prévoit moins de 30% d'apport extérieur. Plusieurs partenaires importants ont suspendu leur aide au Burundi. Le Burundi traverse une situation difficile qui d'abord a commencé comme une situation politique, mais qui a des répercussions sur la vie économique du pays. Parce qu'aucun investisseur ne peut avoir confiance à un pays qui est en guerre. Surtout la population fuit. Donc, absolument, il y a une diminution énorme de nombre d'investisseurs étrangers qui entrent au pays, mais aussi d'autres sources de revenus publics. On a vu une diminution des dons et financements au budget public. Et tout ça aurait une conséquence sur la vie de la population, parce que la population se retrouve dans une situation de misère où les dépenses publiques doivent être réduites parce que l'État n'a pas assez de moyens pour payer les services sociaux. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres au monde et a connu un taux de croissance économique négatif de moins 4,1% en 2015 contre 4,7% en 2014. Plusieurs ménages crient à l'aide et demandent que les pouvoirs publics prennent des mesures en vue de freiner cette montée effrénée des prix des produits vivriers. Djemal, cette situation était-elle prévisible au Burundi compte tenu de la politique menée ces derniers mois par le gouvernement? Pour le moins, bien sûr qu'elle était prévisible, mais le Burundi paye d'abord la folie de son président. Il paye l'intolérance de la communauté internationale. Vous savez, parfois, quelque chose, malheur est bon. Moi, je suis absolument de la logique de Dambisa Moyo. Je pense que l'aide internationale vous enferme dans une espèce d'assistanat permanent et ne vous permet pas de vous en sortir. Si le Burundi était en situation de se passer de l'aide internationale dans des conditions qui ne sont pas celles-là, parce que ça, c'est les mauvaises conditions, hélas, c'est les mauvaises raisons, hélas. C'est l'idée d'un homme qui s'entête, et je fais partie de ceux qui pensent, encore une fois, que juridiquement, il n'avait pas tort. Mais politiquement, bien sûr qu'il avait tort. Mais la situation donc, dans laquelle il se trouve fait qu'il sera sans doute demain incapable de se passer, mais à quel prix? Au prix malheureusement d'un pays qui va se paupériser de plus en plus, d'une situation qui est déjà chaotique en soi, et in fine, on ne sera jamais à l'abri d'une guerre civile, guerre que le pays a déjà connue. Bien sûr que cela a été prévisible, bien sûr qu'on est en train de le vivre. Ma crainte, c'est que demain risque d'être pire qu'aujourd'hui. Justement, les premiers à concerner, donc les premières victimes, ce sont les ménages qui semblent asphyxiés. Monsieur Miabatoussa, de quel recours dispose-t-il finalement? Très honnêtement, je ne saurais pas à quoi vous dire, puisque je suis du même avis, c'est-à-dire que c'est un scénario qui était clairement prévisible. On a un président qui malheureusement s'est braqué avec quasiment tous ses voisins et on élargit même ça à la sphère internationale. Et encore une fois, c'est le peuple qui paye et il y a de fortes chances que cette situation dégénère parce que quand un peuple est affamé, on sait ce qui se passe, l'histoire nous l'a appris.
De son côté, en tout cas, hein, le gouvernement se défend en disant que le Burundi est jusqu'ici un des pays où on paie le moins d'impôts. Est-ce que vous pensez que cet argument est recevable, M. Wilson? De toute façon, ceux qui payent les impôts, ce sont ceux qui ont un certain pouvoir d'achat, donc de quoi payer. Non, très clairement non. Je pense que le président du Burundi a entraîné ce pays dans une crise qui avant était une crise politique et qui maintenant va devenir une crise sociale et économique très dangereuse. Déjà, l'Union européenne, qui est principal bailleur de fonds du Burundi et aussi principal partenaire économique, a rompu tous les ponts, en tout cas tous les ponts qui les liaient. Et de ce fait, sur le marché, ça se ressent parce que le peu de denrées alimentaires qu'ils ont, compte tenu de la rupture de ces partenariats, engendre l'inflation, donc l'augmentation des prix. Les choix politiques ont été déjà mauvais de la part de Nkurunziza de se maintenir au pouvoir et derrière ne pas donner la main à la main tendue qu'avait tendue l'Union européenne et les partenaires européens, je crois, a été une grosse erreur pour lui. Merci. Et dans l'actualité économique également au Nigeria, le ministère de l'Agriculture vient d'annoncer que le gouvernement fédéral compte faire du pays le premier producteur et exportateur de cacao en Afrique devant la Côte d'Ivoire. Gladys Mwamba. Devenir le premier producteur et exportateur mondial de cacao, telle est l'ambition du Nigeria. Classé au 7e rang mondial de producteurs de cacao en septembre 2016, le Nigeria veut prendre la place de la Côte d'Ivoire, actuellement en tête de la production mondiale avec environ 1,5 million de tonnes récoltées pour la campagne 2015-2016. Une ambition rapidement réalisable selon le ministre nigérian de l'Agriculture. Nous allons prendre à la Côte d'Ivoire sa place et devenir le plus grand producteur au monde. Nous pouvons générer de solides recettes en devises du cacao. Nous devons développer notre agriculture si nous désirons redresser notre économie, surtout après la crise dans laquelle l'a plongé le pétrole. Au Nigeria, seuls 40% des terres arables du pays sont exploitées, soit près de 84 millions d'hectares. En 2014, le pays produisait environ 250 000 tonnes de cacao. En décembre 2016, le gouvernement a annoncé des prévisions d'investissement de 3 milliards de dollars dans le secteur agricole. Les autorités prévoient désormais de faire du cacao leur nouveau produit spéculatif. Ça peut rester une ambition pour le Nigeria, ça peut rester un challenge pour le Nigeria. C'est tout à fait normal. Mais ambitionner de prendre la première place en termes de quantité et en termes de qualité à la place de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une grande ambition qui va leur demander beaucoup de moyens, beaucoup de structuration, beaucoup d'encadrement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens, il suffit de savoir de bien encadrer, d'avoir le métier, d'avoir la filière organisée correctement. L'enjeu, c'est plus la production. L'enjeu, c'est la transformation. Dans les années 1960, le Nigeria était autosuffisant sur le plan agricole, un secteur délaissé au profit du pétrole. Aujourd'hui déçu par les rentes pétrolières, le pays cherche à se sortir de la récession en favorisant le secteur agricole, estimé à environ 20% du PIB en 2014. Le ministère de l'Agriculture a annoncé vouloir atteindre une production de cacao d'1 million de tonnes en 2018 et vouloir planter 2 millions de cacaoyers dans les 3 ans à venir, sans donner plus de détails sur la réalisation de ce projet. Djemal, le Nigeria a-t-il les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire passer leader mondial de la production de cacao? Il en a les moyens, très probablement. En a-t-il la possibilité? Je n'en sais rien. Il n'est jamais trop tard, de toute façon, d'avoir des ambitions comme celle-là. Il n'est jamais trop tard de vouloir diversifier son économie et penser qu'on a des atouts, finalement, qui nécessitent qu'on travaille nous-mêmes, autre chose que donc le hasard du pétrole. Enfin, je pense pour autant que la Côte d'Ivoire est difficile, en tout cas en termes de qualité, d'être détrônée aussi facilement parce que c'est un savoir ancestral. Donc il ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est comme si demain vous voulez vous improviser horloger et détrôner la Suisse de ses qualités d'horloger. C'est très compliqué. Vous y arriverez probablement en termes de quantité. La Chine le fait déjà. Quand vous voulez pour autant être nigérian et enlever, détrôner la Côte d'Ivoire de sa position actuelle, c'est très compliqué. Enfin, les Nigérians sont des gens d'un génie et d'une intelligence telle qu'ils seront sans doute capables de faire beaucoup plus que ça. Voilà un pays que je salue encore une fois
Et je sais très bien que la situation politique n'est pas étrangère à tout ça. Il y a quelques années, on pensait que c'était un pays qui était totalement déprimé, sans avenir, qui nous déprimait d'ailleurs nous-mêmes. Voilà que depuis qu'un homme, qui n'est pas tout jeune, est arrivé au pouvoir, on a un espoir réel. On a un espoir réel jusqu'à vouloir détrôner la Côte d'Ivoire de sa position historique, ancestrale et importante. Enfin, tout cela pour dire que le génie du Nigeria est absolument capable de faire tellement de choses, diversifier son économie. Pas besoin d'aller jusqu'à détrôner la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nécessaire. Faisons déjà ce qu'on est capable de faire, c'est déjà bien. Voilà effectivement un pays qui se fixe des ambitions totalement louables, c'est-à-dire qu'on a la première puissance économique en Afrique. Et vous avez posé la question tout à l'heure de savoir s'ils avaient les moyens de leurs ambitions. Je dirais oui. Après, c'est sûr que détrôner totalement la Côte d'Ivoire, ça va être difficile, puisqu'ils ont quand même une certaine avance de par leur expertise. Mais en termes de transformation, voilà, peut-être. En termes de transformation, et peut-être même gagner quelques points, puisqu'ils sont 7e au classement, et passer, pourquoi pas, à la 4e ou 5e place. Place à présent à notre chiffre du jour. Selon les experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le commerce intra-régional reste un potentiel sous-exploité. Les transactions commerciales entre les États représentent 1,5 milliard de dollars, soit seulement 2% du total des échanges de la région. Monsieur Wilson, qu'est-ce qui justifie finalement une si faible performance ? Déjà, en Afrique, lorsque vous produisez, par exemple, je prends un exemple, produisez au Togo, vous allez vendre par exemple en Côte d'Ivoire, le premier frein majeur, c'est non pas le manque de réglementation entre les échanges commerciaux, mais déjà les transports, les routes. Donc il y a très peu de pays africains communiquent entre eux par voie terrestre, tout en sachant que la logistique terrestre, ça reste quand même l'un des moyens de transport les plus utilisés pour faire passer les marchandises. Je pense que là est le premier frein. Et après, aussi, le fait que les marchandises qui, par exemple, elles, sont disponibles, je prends un exemple au Sénégal, ne sont pas visibles sur le marché, sur les places de marché de la sous-région. Donc, une personne qui se trouve au Mali, par exemple, au Burkina, aura du mal à savoir qu'au Sénégal, par exemple, j'ai du riz à bon prix ou qu'en Mauritanie, j'ai de l'huile à bon prix. Djemal, il y a peut-être aussi le fait que les produits manufacturés ne sont pas suffisamment compétitifs. Entre autres. La première raison, c'est que, on ne produit pas assez. Donc vous ne pouvez pas exporter si vous ne produisez pas. Et donc le drame de nos pays, c'est qu'on produit très peu. Il y a une logique simple. Si vous produisez des pommes de terre en Mauritanie, vous les vendez au Sénégal. Il est beaucoup plus facile de les vendre au Sénégal que de les vendre en Afrique du Sud. Si vous produisez des carottes au Sénégal, vous les vendez au Mali, ainsi de suite. Le problème, c'est que ni le Sénégal, ni la Mauritanie, ni la Côte d'Ivoire, ni tous les autres ne produisent grand-chose. Et donc ce sont des économies, malheureusement, qui produisent très peu, qui sont généralement extraverties, qui manquent, vous avez raison, d'infrastructures régionales, et il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens de communiquer entre nous. Essayez de prendre un avion entre Lagos et Nouakchott. Je vous souhaite bonne chance. Essayez de prendre un avion entre Lagos et Niamey. Mais je sais de quoi je parle. J'ai essayé de le prendre il n'y a pas longtemps. C'est impossible. Alors, faites la même chose pour les produits manufacturés quand il y en a de tel pays à tel pays. Alors, je mets de côté les barrières douanières. Parfois, elles sont totalement abaissées. Pas complètement, mais parfois. Mais ce n'est même pas ce qui est suffisant. Et puis, à côté de ça, on s'est habitué depuis toujours dans une économie coloniale de commercer avec ceux qui sont très loin. Et cet esprit colonial, cette mentalité d'économie coloniale, nous ne l'avons pas abandonné, nous l'avons encore. Et donc, ce n'est pas le facteur le plus important, ça en est 1 sur 10, mais en tout cas, ça en est un qui est important. Donc, quand on aura d'abord commencé à produire, deuxièmement, on aura des infrastructures, troisièmement, on aura les moyens de comprendre que les barrières douanières entre nous, il va falloir trouver une solution pour les abaisser. Et puis, qu'on comprenne que les échanges sont d'abord entre nous. Le premier échange européen, il est entre la France et l'Allemagne. Regardez un peu ce que ça donne comme flux. Justement, ce qui nous amène à la question suivante. On a beaucoup parlé d'intégration régionale, mais M. Mabiatoussa, avez-vous l'impression qu'il y a une véritable volonté des États d'œuvrer en ce sens ? Écoutez, on en revient toujours à la même chose, vous savez, c'est cette éternelle question sur la volonté de nos dirigeants de pouvoir élargir un peu la réflexion et explorer toutes les pistes. Mais je pense que la conjoncture aujourd'hui est en train de rappeler pas mal d'entre eux à l'ordre. Et
qu'on a vocation effectivement à orienter notre réflexion sur les éléments que Djemal vient de nous détailler, à savoir déjà augmenter notre production, c'est ce dont on parle depuis le début de l'émission, et par la suite créer un cadre au niveau des infrastructures pour ensuite chercher à consolider le commerce au niveau de la sous-région. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré au département de la Bwenza en République du Congo. Quelle stratégie pour exploiter pleinement son potentiel? Eh bien, nous en parlerons. Monsieur Willy Elfej Miabatoussa, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes consultant marketing. Merci. Monsieur Sewa Wilson, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste d'entreprise. Merci à vous, Graciela. Et merci à vous, Djemal, pour votre participation à cette émission. Merci, Graciela, et bonsoir à ceux qui nous regardent. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.